Bienvenue, bienvenue au festival Livre en Marche, 23e édition. Je suis Céline Puffardichvili et je suis là pour la parité. Non, je rigole. Je suis là parce qu'il y a quelques années, j'ai commis un livre et Dominique Favario, Karine Tourzel m'ont invité sur un panel comme celui-ci. Et depuis, je reviens en tant qu'animatrice. Et c'est canon parce que ça me donne l'occasion de lire des livres très, très rigolos et ensuite de les partager, de rencontrer les auteurs, les autrices parfois, mais pas là. Et aujourd'hui, sur cette table ronde, nous allons évoquer un sujet qui nous touche tous, même si on n'en a pas forcément conscience, si on ne le perçoit pas, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Là maintenant, j'ai les petites notes parce que je ne suis pas journaliste et comme j'ai vraiment lu les livres, j'ai besoin de... Voilà. Donc, je vais vous lire l'intitulé de cette conférence parce que chaque mot compte. Et que pour quelque part construire cette conférence, j'ai choisi 3 mots. Et voilà, ce serait rigolo que vous choisissiez le mot qui vous parle le plus dans ce petit intitulé, qui n'est pas de moi, donc voilà. Les ressources s'amenuisent, l'urgence climatique nous presse et les lacunes des systèmes politiques alimentent l'anxiété des citoyens. Comment envisager une refonte systémique de notre monde à l'échelle mondiale ? Monde à l'échelle mondiale, déjà on sent que c'est large. Donc voilà, prenez vos 3 mots préférés et puis ensuite on verra si on a les mêmes. Pour aborder ce sujet réjouissant, tous ensemble, j'aimerais vous présenter nos invités et je me suis amusée à trouver un fun fact, en français un truc rigolo, une anecdote désopilante de leur CV. Donc j'ai cherché beaucoup. David Jayes, bonjour. En lisant votre... Non mais il faut prendre un micro. Donc, bonjour. Je vais présenter tout le monde, ensuite je garde le micro, puis ensuite je me tais, je vous promets. Sur LinkedIn, parce que moi j'aime bien LinkedIn, donc j'ai lu essayiste et entrepreneur, un CV réellement long comme le bras. Et ce qui m'a surprise, parce que j'ai cherché quand même, c'est le détail qui tue. Vous êtes, ou vous avez été, ou vous êtes toujours, je ne sais pas si c'est à vie ces trucs-là, inspecteur des finances. Comment casser l'ambiance ? Ouais, moi aussi, ça m'a... Ouh là, ok. Aucun rapport ou presque avec l'ouvrage que vous présentez. Je précise que j'ai lu l'ouvrage avant de voir ça. Donc l'ouvrage, il est là. Vous l'avez coécrit avec Xavier Desjardins, La Révolution obligée. Là aussi, je vais lire le texte parce que c'est écrit tout petit. Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Alors déjà, là-dedans, il y a un mot qui, moi... on y revient là, mais sans dépendre. On met la barre très très haut. Oh mince, merci. Donc voilà, vous avez publié d'autres ouvrages qui sont tous certainement aussi excellents, mais j'avoue, je ne les ai pas lus. L'un s'appelle Slow Démocratie, l'autre Le nouveau modèle français et La guerre civile n'aura pas lieu. Déjà, vous voyez le personnage inspecteur des finances et voilà. Gabriel Malek. Donc, Gabriel, on se connaît un petit peu. Tu es le fondateur de l'association Alter Capitae qui défend un modèle de société fondé sur l'idée de décroissance prospère. Et ça, c'est pas ça le fun fact. Ça, c'est très, très sérieux. Gabriel, il est persanophone. Vous chercherez. C'est pas ça le fun fact non plus. Le fun fact, c'est que tu es fan de manga au point de relire le monde, et le monde économique en particulier, et le monde politique, avec des lunettes de mangaka. Et... c'est assez évident quand on regarde ton ouvrage, qui est ton premier, je crois, Les Sensei de la décroissance, manga et écologie radicale vers de nouveaux imaginaires. Il faut que je vous dise que cet été, j'ai quand même lu ces 3 livres, et pendant les vacances, mes 2 filles, 17 et 19 ans, étaient mortes de rire. Sensei de la décroissance. Déjà, elles savaient ce que c'était que Sensei. Moi, pas. Peut-être que vous non plus. Tu nous expliqueras. Donc ça c'est donc c'est paru chez Fayot et Renaud Duterme, on ne se connaissait pas de LinkedIn, pas simple de trouver un fun fact. Renaud, tu es géographe, enseignant en Belgique et tu as publié plusieurs essais dans lesquels tu interroges le monde sous le prisme de la crise climatique, donc encore un sujet rigolo. Tu as rédigé Pénurie quand tout vient à manquer. Ça faisait rire tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait eu un paquebot qui se coince dans un canal ou jusqu'à ce qu'il y ait eu le Covid. Donc je crois que ça parle quand même un petit peu. J'ai eu un mal fou à trouver un fun fact.
Et puis j'ai trouvé un acronyme, je me suis dit un acronyme, c'est des lettres mises ensemble, ça va forcément être rigolo, CADTM. Voilà, et ça veut dire le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, anciennement le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent aujourd'hui parce que ça résonne avec votre ouvrage et ça résonne avec vos ouvrages parce que nos ressources dont on va parler proviennent souvent des pays pillés qui, en plus, sont en dette. Bonjour la double peine. Donc voilà, je voulais qu'on rentre directement dans les sujets des livres, donc je me suis dit je vais mettre moi-même le paysage, comme ça on part du même niveau. Donc le paysage va peut-être commencer par... je garde un peu le micro parce que c'est mon privilège. Je vous fais un aveu un peu honteux. Toute ma vie, jusqu'à une bonne grosse dizaine d'années, je pensais sincèrement que le commerce international était un facteur de paix dans le monde. Je pensais sincèrement que le progrès n'allait laisser personne sur la route. Et je pensais que les promoteurs du dit progrès s'y employaient activement. Je pensais sincèrement que la croissance verte existait, jusqu'à ce que je comprenne l'impossible découplage. Et je croyais que les pays riches allaient soutenir la décarbonation des pays qui le sont moins, avant que je ne constate que l'accès aux ressources génère des tensions, qui amènent conflits, guerres, migrations dans d'atroces conditions, et que ça n'allait pas en s'améliorant. Toutes les crises, ou presque, ont un lien avec les ressources. Donc cette conférence, c'est un petit peu comme pour continuer à nous enlever les pots de saucisson qu'on a sur les lunettes en tant que citoyen, en tant que peut-être élu, en tant que dirigeant, en tant que responsable. Donc le postulat pour cette conf, et après je vous jure, je lâche le micro, c'est les ressources ne sont pas illimitées, on a explosé les limites planétaires. Intégrer ce paramètre dans nos modes de vie, nos modes d'affaires, nos modes de consommation, c'est pas une option, mais c'est pas facile. Et malgré 40 ans de blabla au sommet, O avec un X et avec un S, au niveau mondial comme au niveau local, c'est toujours pas réellement, dans les faits, à l'ordre du jour. Donc, messieurs, il y a de grands points de convergence dans vos ouvrages. J'ai bien cru comprendre que vous ne vous étiez pas lus les uns les autres, donc on va rigoler. J'ai donc choisi 3 mots. On a 15 minutes par mot. Le premier mot dans cet intitulé du début, donc merci Dominique pour cet intitulé, c'est le mot système. Mettons les pieds dans le plat avec une question directe. Le blocage est-il politique ? Renaud, est-ce que tu veux commencer ? Oui. Merci à tout le monde, merci pour l'invitation et merci à tout le monde d'être présent. Alors le mot système, moi j'enseigne la géographie dans un lycée belge, c'est peut-être ça le fun act pour certains, j'en sais rien. Au-delà de ça, donc le mot système il est assez fondamental pour moi et pour la plupart des géographes parce que tout est lié, tout est dans tout et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans nos sociétés actuelles. Et le blocage est politique, oui. En fait, notre système que je vais appeler le capitalisme mondialisé, parce que j'aime pas le terme de mondialisation, on pourra y revenir, je vais pas monopoliser la parole, mais donc le capitalisme mondialisé est basé sur 3 principes. Premièrement, une spécialisation des territoires. Chaque territoire est spécialisé dans, vous connaissez certainement si vous avez eu des cours d'économie, l'avantage économique, l'avantage comparatif dans lequel il a qui est le plus grand, donc si c'est des ressources, on va spécialiser ce territoire dans des ressources, dans une main d'œuvre pas chère, etc. Et donc ça, c'est la base un peu de notre mondialisation actuelle, c'est que chaque territoire, à la fois au niveau mondial, mais également au niveau national, si on prend je sais pas, la Bretagne par exemple, on sait que la Bretagne est spécialisée dans l'élevage industriel, etc. On va spécialiser les territoires. Le deuxième principe, qui est lié au premier, pour que tout ça marche, pour que ces territoires échangent facilement entre eux, il faut qu'on ait une fluidité. Je compare souvent ce système à notre organisme humain, où vous avez les différents organes qui communiquent entre eux, qui sont reliés les uns les autres par rapport avec nos vaisseaux sanguins, etc. Et bien, ces vaisseaux sanguins du commerce mondialisé, ce sont les voies maritimes, les routes, et qui transportent les camions, les bateaux, on pourrait envisager les voies aériennes, etc. Et donc qui vont transporter les différentes matières, les différents produits entre chaque étape, entre l'extraction, les lieux de consommation, les lieux d'entreposage, les lieux de fabrication, nos maisons, etc. Et donc ce système ne peut marcher que, comme à l'instar de notre corps humain, que si tout est fluide. Et le troisième principe qui régit notre capitalisme mondialisé, c'est ce qu'on va appeler le just-in-time, c'est-à-dire que tout ça, le juste à temps, c'est-à-dire que tout ça fonctionne à flux tendu. En fait, avec l'énergie bon marché, notamment le pétrole, eh bien, les flux deviennent moins chers que les stocks.
Et c'est comme ça que toutes les étapes tous les organes, les différentes étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure, fonctionnent ce qu'on appelle à flux tendu. Ça veut dire qu'en gros, la chaîne est tendue en permanence. Je prends un exemple qui va peut-être vous parler. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, et d'ailleurs c'est une des origines évidemment de ce livre. C'est qu'au bout de 1 ou 2 jours, si les magasins ne sont plus alimentés par des camions, le magasin est vide. Les villes, la plupart des grandes villes françaises, il y a une étude qui avait été faite, ont plus ou moins 2% d'autonomie alimentaire. Ça veut dire que, j'allais dire 98, mais 98% de ce qui est consommé dans les villes provient de l'extérieur. Et on peut remultiplier les exemples, même avec nos domiciles, en fait, puisqu'on voit, je ne sais pas ici, qui a chez soi une autonomie alimentaire, énergétique de plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est de moins en moins le cas. Et donc, on a ce système qui fonctionne relativement bien, qui est relativement efficace et qui nous donne un niveau de confort inégalé dans l'histoire. Le problème, c'est qu'on remarque que ces derniers temps, on a une multiplication de ce que j'ai appelé des grains de sable dans cette machine bien huilée. Alors, ces grains de sable, Céline l'a dit, on a évidemment eu le Covid, qui était un bon grain de sable quand même, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. On a eu évidemment ce blocage du canal de Suez par un porte-conteneur, moi qui a été aussi à l'origine de ce livre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai essayé de compiler, de regarder l'actualité en permanence, c'était d'ailleurs assez anxiogène, et de compiler tous les grains de sable réels ou potentiels qui arrivent et qui vont arriver ces prochaines années. Et en fait, on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en gros, ces grains de sable, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont évidemment géologiques. On peut penser à la raréfaction des énergies fossiles, à l'épuisement des sols. Ils sont évidemment climatiques. On oublie souvent un des effets négatifs de la sécheresse. Et d'ailleurs, il y a une conférence sur l'eau tout à l'heure, donc je pense que ce sera dit, mais il faut de l'eau pour fabriquer tout, pour extraire des minerais et pour transporter des marchandises. Il y a quelques années, la sécheresse extrême qu'a connue l'Europe a entraîné une baisse du niveau du Rhin, qui a engendré des perturbations logistiques, des perturbations de transport. Le canal de Panama est à un niveau historiquement bas, ce qui provoque des embouteillages de porte-conteneurs et de bateaux en tout genre des deux côtés. Donc on a ce genre de rouage climatique qui va évidemment s'aggraver dans les années à venir. Nous avons aussi des blocages de plus en plus des grains de sable sociaux. On peut penser aux grèves. Je ne sais pas si vous vous rappelez la crise des agriculteurs qui ont mis quand même un petit peu en panique certaines grandes villes françaises, notamment en bloquant les voies de transport. On a évidemment quelque chose qui est assez peu mentionné et qui pourtant est vraiment un tort, c'est aussi des grains de sable qui peuvent être technologiques. Et je pense notamment aux campagnes de piratage à grande échelle. On oublie souvent, et moi j'en ai fait l'expérience dans ma région, dans le sud de la Belgique, où un réseau hospitalier a été piraté, ce qui a engendré des retards, des reports d'opérations, et donc qui ont perturbé la chaîne pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et en fait, on oublie souvent qu'un supermarché ne peut plus marcher sans Internet, un port, un aéroport, une école, un hôpital ne peuvent plus marcher sans un fonctionnement correct d'Internet. Nous avons évidemment des tensions géopolitiques, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer cela. Donc l'idée était vraiment et je vais m'arrêter là, de combiner un petit peu tout ça, et donc justement pour avoir une approche systémique, d'une part de prendre conscience des vulnérabilités de nos modes de production, de consommation, et puis aussi de tordre le cou à certaines solutions qui en réalité n'en sont pas. Parce que souvent on voit que notamment les ingénieurs, les politiques, etc. ont tendance à considérer des solutions essentiellement techniques qui visent à résoudre un problème précis dans tel domaine. Le problème, c'est qu'en général, cette résolution soit va aggraver d'autres soucis, soit ne tiennent pas compte d'autres variables qui vont rendre cette solution complètement obsolète avant d'être mise en place. Donc l'idée est ici de poser un peu ce constat, évidemment avec une optique de prise de conscience et de changement social qu'on abordera par la suite. Oui, et puis donc dans ton livre, quelque part, ce constat sur cette impréparation, il est aussi lié au système politique. Toi, tu dis carrément le capitalisme, le ver était dans le fruit. Non, mais moi, je veux le dire parce que voilà, c'est important. Donc, on va continuer là-dessus. David, il y a une autre phrase que j'ai lue dans votre livre, donc je vais la lire parce qu'elle est compliquée, mais je l'aime bien. La transition écologique n'apparaît pour certains territoires que comme une nouvelle étape des relations asymétriques du capitalisme. Donc, dans cette histoire de système, quel est le lien avec finalement le système politique global ? Alors ça, c'est typiquement une phrase de géographe. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire ce livre avec un prof de géographie à la Sorbonne, qui est beaucoup plus intelligent que moi. En fait, je vais prendre très au sérieux l'idée de réfléchir sur des mots. Le mot système, c'est un mot essentiel qu'on ne comprend pas dans la logique traditionnelle cartésienne. En fait, on est complètement façonné par un mode de pensée analytique. Problème, solution. Évidemment, vous connaissez cette phrase de Descartes qui disait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais
Descartes, c'est surtout l'analytique. C'est l'idée qu'on va découper les problèmes en petits morceaux de petits morceaux, et que chaque problème est susceptible de recevoir sa solution technique. Or, avec les dérèglements environnementaux qu'on rencontre, aucun problème n'est susceptible de recevoir une solution technique analytique. Il faut tout traiter en système. D'abord parce que l'ensemble des seuils et des limites planétaires que nous sommes en train de franchir font système les uns avec les autres. C'est un système Terre dont parlent les scientifiques du climat. On a des seuils biogéophysiques qui sont franchis les uns après les autres et qui ont les uns des impacts négatifs sur les autres. Pour prendre des exemples très triviaux, il est évident que le réchauffement climatique a un impact sur l'érosion de la biodiversité, a un impact sur l'acidification des océans, a un impact sur le cycle de l'eau bleue ou de l'eau verte. Donc vous voyez bien que tout ça fait système. Et il n'est pas possible, face à des dérèglements systémiques, d'opposer des réponses analytiques. Donc la première raison pour laquelle je pense qu'il faut chérir ce mot système, c'est que nous devons passer d'un mode de pensée analytique et matriciel à un mode de pensée systémique et dynamique, interactionniste. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les scientifiques, notamment les sciences du climat, je dis bien les sciences du climat parce que les sciences du climat sont des sciences interactionnistes, contrairement aux mathématiques ou à la physique classique qui sont des sciences nomologiques, où on essaie d'identifier des permanences, des lois, des régularités. Vous voyez bien que les sciences du climat, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une multitude de paramètres et que vous devez naviguer justement dans l'incertitude, dans l'aléa et dans des relations qui sont en permanence évolutives. Première raison pour laquelle le système, selon moi, est une approche essentielle. La deuxième raison pour laquelle le système est une approche essentielle, c'est que les changements que nous devons accomplir touchent toute notre vie. On dit souvent, c'est une phrase que vous avez déjà dû entendre, l'écologie, ça va bouleverser nos modes de production, de consommation, nos façons de nous déplacer, de nous alimenter, etc. Bon, c'est devenu un peu une tarte à la crème, cette phrase, mais néanmoins, c'est très vrai. Si je prends juste l'énergie, aujourd'hui, 82% de l'énergie primaire que nous consommons dans le monde, c'est une énergie fossile. Donc, c'est du gaz, du pétrole, du charbon. Il y a 40 ans, est-ce que vous savez quelle était la proportion d'énergie fossile dans le mix énergétique primaire total ? 82%. Donc, ça n'a pas bougé. Et encore là, je parle en valeur relative. Si je parle en valeur absolue, la consommation d'énergie fossile n'a cessé d'augmenter. On a un rebond de la consommation de charbon, par exemple, depuis le début des années 2000, à cause de la Chine et de l'Inde, qui utilisent massivement le charbon pour la production d'électricité. Donc, vous voyez bien que changer de système énergétique en l'espace de 30 ans, puisque si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050, nous devons passer de 82% d'énergie fossile à zéro net en tout cas. Donc, c'est un changement qui ne va pas juste avoir de l'impact sur le système énergétique, mais qui va toucher aussi l'industrie, les relations sociales, la société, les transports, l'agriculture, etc. Donc, vous voyez bien que les changements à accomplir sont systémiques. Et c'est pour ça que nous parlons, avec mon co-auteur, d'une révolution obligée, c'est-à-dire une révolution industrielle de la production, mais aussi une révolution institutionnelle. De la même manière que la révolution industrielle du charbon et du train au XIXe siècle a accouché d'institutions, ce qu'on appelle la démocratie industrielle, l'État-providence, dans la douleur, dans le conflit. Mais les droits sociaux ont été arrachés de haute lutte en marge de la révolution industrielle. Eh bien, la révolution écologique va accoucher d'institutions, d'organisations, de modes de relations sociales complètement différents de ceux qui existaient par le passé. Et puis la troisième raison, qui est probablement la plus importante et qui est celle sur laquelle on s'arrête le moins, c'est que ça change complètement le mode de représentation politique. Dans la philosophie politique de la modernité, le lien entre le représenté ou l'électeur et le représentant ou le député, le maire, etc., c'est un lien de service. Vous élisez un maire parce que vous pensez qu'il va faire des choses bien pour vous dans votre commune. Donc vous élisez un maire pour ici et maintenant, pour vous ici et maintenant. Dit je vais voter pour le maire de Chambéry ou au contraire je ne vais pas voter pour le maire de Chambéry parce que son projet de téléphérique ça ne me plaît pas, parce qu'il n'a pas fait assez pour les crèches, parce que j'aime pas sa rocade, tout ça. Donc vous faites des choses pour vous ici et maintenant. Sauf que les politiques de transformation écologique, précisément parce qu'elles sont systémiques, eh bien c'est nécessaire de faire des choses pour d'autres. C'est-à-dire les générations futures. On a toujours cette ancienne des générations futures. Mais c'est évident que tous les efforts qu'on fait d'atténuation, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple, c'est des efforts
dont on ne recueillera les fruits que dans 30 ans. Que dans 30 ans au minimum. Donc c'est pour assurer une planète habitable pour nos petits-enfants, nos enfants. De la même manière, vous pouvez faire des politiques de protection de la biodiversité, mais ces politiques de protection de la biodiversité, sanctuariser du foncier, éviter de construire des usines, de bétonner, etc., c'est pour préserver le bien-être d'habitants qui sont très au-delà du périmètre géographique ou administratif dans lequel vous vivez. Et c'est là que je dis attention, parce que si on reste dans ce système de représentation classique où je vote pour moi ici et maintenant, on va avoir de très graves problèmes, parce que évidemment que les politiques de transformation écologique nécessitent des efforts. On parlera peut-être tout à l'heure des solutions, mais je vais vous donner juste un exemple qu'on a travaillé avec mon co-auteur sur la préservation de la biodiversité en Afrique. Il y a des pays, par exemple le Cameroun, les territoires Bamileke, qui ont des pratiques d'agropastoralisme traditionnelles qui sont basées sur de l'abati-brûlis, par exemple. Ce ne sont pas des pratiques qui contribuent massivement au réchauffement climatique, on peut le dire. Eh bien, il se trouve que les conventions internationales relatives aux espaces protégés imposent chaque pays d'avoir une part qui est gelée, en quelque sorte, pour préserver la biodiversité. Eh bien, dans beaucoup de pays africains, ça tombe sur les zones dans lesquelles vivent des tribus qui ont encore des pratiques ou des cultures traditionnelles. Et là, vous voyez que vous avez une politique qui est vertueuse, préservation de la biodiversité, mais qui contribue à l'aggravation de ces relations asymétriques du capitalisme dont vous parliez tout à l'heure. Donc, ce pourquoi je plaide, c'est d'avoir une approche globale, une approche systémique. Et un dernier mot sur ce sujet, vous avez tous suivi l'agenda climatique de l'Union européenne, qu'on a appelé le Green Deal. Il faut saluer l'ambition, parce que quand il y a de l'ambition, il faut la saluer. Il y a beaucoup de textes sur les pesticides, sur les carburants, sur les voitures électriques, sur la biodiversité, etc. Mais quel est le problème de cette approche? C'est qu'on a construit une politique environnementale en silo, sans faire attention aux autres politiques. Donc, je vais donner un exemple très simple, puisque c'était un conflit social dont vous avez parlé, l'agriculture. Moi, je trouve ça formidable de dire il faut faire plus de jachères, il faut modifier les pratiques culturelles, il faut préserver la biodiversité, etc. Mais si dans le même temps, vous ne changez pas votre politique commerciale et que vous continuez à importer du bœuf en provenance du Brésil qui est dopé aux antibiotiques ou aux hormones avec aucune possibilité, contrairement à ce que racontent certains fonctionnaires hypocrites de la Commission européenne, de contrôler les conditions dans lesquelles ces animaux ont été élevés, les conditions de déforestation aussi, puisque l'élevage se fait sur fond de déforestation, c'est absurde. Autre exemple, dans les textes de la Commission européenne, vous avez une incitation à développer le ferroviaire. Très bien, on est tous pour le ferroviaire, le train de nuit, le fret ferroviaire, c'est formidable. Donc on dit on va doubler la part du fret ferroviaire. Et en même temps, on oblige SNCF à se séparer de sa filiale de fret ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'on l'a subventionné pendant le Covid, évidemment, il y avait moins de trains de marchandises qui circulaient, et que ça contrevient aux règles de concurrence de l'Union européenne. Donc vous voyez, il faut une approche systémique, sinon nous n'arriverons qu'à faire des petits pas et nous n'arriverons pas à résoudre ce défi qui est vraiment le défi du siècle. Merci. Et on voit que c'est dense, c'est compliqué. Et cette façon de penser, on ne nous l'a peut-être pas enseignée et elle est extrêmement complexe pour tout un chacun, y compris pour les politiques qui effectivement ne sont pas élus pour la bonne période, le bon mandat. Donc ça crée beaucoup d'injustices, de frictions, de conflits. Gabriel, toi, tu as une lecture empreinte de justice au sens qu'est-ce qui est juste et pas juste. Et là, tu viens de nous donner deux exemples qui paraissent ubuesques tellement c'est pas juste, ça n'a pas de sens. Pour toi, dans ce système, il est urgent de remettre du moral, au sens qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal aussi, c'est pas un gros mot. Tu invites à penser hors cadre, et c'est pour ça que tout ce que tu portes, tu l'as passé au prisme du manga, qui quelque part permet d'inscrire un récit dans une culture plus large et d'aborder ces thématiques de nouveaux récits. Et et si on faisait comme ça, qu'est-ce qui se passerait, etc. Comment est-ce que déjà t'en es arrivé à analyser ce qui se passe aujourd'hui à travers du manga? En quoi c'est pertinent aujourd'hui de regarder du côté de ces récits-là? Merci Céline, et merci à toutes et tous d'être là. Et je souscris assez largement à ce qui a été dit avant sur l'approche systémique, sur la question aussi des pénuries et des grains de sable qui deviennent de plus en plus gros. Et peut-être pour vous situer rapidement, parce que la décroissance est un mot qui souvent fait un peu peur et qui mêle pas mal d'incompréhension.
L'idée, c'est qu'on est aujourd'hui dans un système, donc on l'a dit, de capitalisme mondialisé, voilà, avec des règles néolibérales d'échange, qui visent toujours une croissance du PIB. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours plus de PIB l'année d'après. Sauf que il a été démontré, alors rapidement je le cite, c'est le rapport Meadows, donc si vous voulez, c'est un travail qui a été fait par le MIT en 1972. On a demandé en fait à des ingénieurs de se projeter en leur disant, écoutez, on va vous donner 5 variables macroéconomiques et vous allez regarder si on peut faire une croissance. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le taux d'industrialisation, la productivité agricole, donc ce que vous pouvez produire de nourriture avec une parcelle de la même taille. Ils ont pris les ressources naturelles disponibles non renouvelables, donc les minerais, le pétrole, le charbon. Ils ont pris la population et ils ont pris le taux de pollution. Et quelles que soient, si vous voulez, les projections, ils voyaient qu'il y avait un effondrement assez fort, très fort, de la population entre 2050 et 2080. Si on continue cette trajectoire. Et comme Bridge l'a refait en 2023, ce test, et on est plus ou moins sur la même trajectoire. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Voilà. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à être entendu par les politiques, etc. Et donc l'idée, en effet, pour nous, c'était pour l'association que je préside du coup, Alter Capitae, c'était de faire en sorte que ce message sur la décroissance puisse être entendu du grand public, mais aussi du monde économique, parce que c'est un message de bon sens. Et c'est un message qui dit en effet qu'il faut se poser la question de l'utilité sociale. C'est-à-dire que la santé ou le monde agricole, évidemment, ne doit pas décroître, on parle pas de ça. Mais par contre, il y a des choses plus futiles qui, elles, doivent forcément décroître. Et c'est quelque chose qui doit être choisi au niveau, donc c'est ça que j'aime bien quand on parle de citoyenneté, c'est pas quelque chose qui peut être imposé depuis une commission européenne, depuis un État, mais c'est quelque chose qui doit être choisi plutôt au niveau des citoyens dans les territoires, et ça demande de raisonner ensemble sur ce qu'est l'utilité. Donc voilà un peu les idées que je porte dans cet ouvrage, avec l'idée de décroissance prospère, parce que la décroissance, quand vous l'entendez, ça fait penser un petit peu à privation, à être malheureux, etc. Et pas du tout. On pense que, au contraire, on peut avoir un nouveau type de prospérité qui serait pas une prospérité basée forcément sur une accumulation infinie de choses et plein de bêtises, mais plutôt une prospérité de convivialité, l'idée de travailler un peu moins, d'avoir plus de temps avec sa famille, etc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de décroissance prospère. Et en effet, du coup, on s'est rendu compte que ces idées de la décroissance, elles restaient beaucoup dans des milieux très universitaires ou très militants. Et notre but, c'est d'en parler au plus grand nombre. Et en effet, les mangas, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très lu, notamment par la jeunesse, et qui est très mal compris aussi, je dirais, par une bonne partie de la société. Et c'est pour ça qu'on a voulu écrire un ouvrage qui soit lisible et compris par les gens qui lisent pas de manga, justement pour casser un peu des clichés, parce que les gens, ils pensent au manga, et c'est Ségolène Royal à l'époque du Club Dorothée, je sais pas si certains se souviennent, à l'époque du Club Dorothée, il y avait des politiques français, notamment Ségolène Royal, qui disaient, bon, je cite elle, mais il y en avait d'autres, mais je crois qu'elle était en fonction, je sais plus, mais en tout cas, elle disait que c'était des japonaiseries, de la violence, etc. Et en fait, pas du tout. Les mangas, c'est des histoires magnifiques, avec justement des conflits politiques très, très intéressants, et il n'y a pas de violence gratuite, souvent c'est quelque chose d'assez moral, et c'est ce que j'essaie de montrer en relisant en fait plein de mangas, dont certains qui sont très connus, et en me disant ok d'accord, qu'est-ce qui dans ces récits fait écho à ce qu'on essaie de raconter avec la décroissance prospère, parce que ce sur quoi insiste beaucoup la décroissance depuis le début, c'est la question des imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très dur de se projeter dans autre chose que la croissance, parce que depuis des décennies, on se tape des blockbusters américains, vous prenez de la publicité tous les jours qui vous dit être heureux, c'est acheter, c'est consommer, c'est travailler dur, bon, voilà. Et donc la décroissance s'attache à dire avant de décroître, il faut décroître, et il faut projeter d'autres imaginaires. Et les mangas, comme peuvent l'être d'autres pans de la culture, donc des romans, le cinéma, les bandes dessinées, sont très forts pour aller vers ces imaginaires. Et pour vous donner un exemple, il y a un manga dont je parle dedans qui est le plus connu au monde, qui s'appelle One Piece. Voilà, je crois que c'est 500 millions d'exemplaires vendus. Bon, et donc ça paraît un peu un manga quand on le regarde comme ça joyeux, coloré. Bon, on se dit pas c'est politique. Et au final, One Piece c'est très politique. Donc je l'ai relu à l'aune de ce prisme-là. Et en effet, tu vois des choses assez incroyables. Où, pour faire court, One Piece, en gros, si vous voulez, c'est le début du 19e siècle, je dirais. Et c'est un monde dans lequel il y a un gouvernement mondial très puissant et qui va, si vous voulez, faire sa loi grâce à une armée qui s'appelle la marine, qui donc monte sur des bateaux et qui vont un peu faire la loi partout. Et vous suivez Luffy, qui est un jeune protagoniste et qui a son équipage avec lui. Et en fait, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la liberté. Donc, c'est être libre de voguer là où il veut. Et il va s'arrêter, en fait, d'île en île. Et sur chaque île où il va, quasiment à chaque fois, vous avez un peuple qui est opprimé parce qu'on a pris la santé en otage. Par exemple, les médecins ont été littéralement enfermés dans un château par le tyran local. Donc, la population n'a plus accès à la santé sans devoir donner de l'argent au tyran local. Vous avez aussi des moments, par exemple, où il y a une pénurie d'eau dans un royaume où
ils ont mis une sorte de poudre, si vous voulez, qui peut ressembler au jeu de la géo-ingénierie, à un truc de géo-ingénierie, où il pleut que dans la capitale, mais pas dans le reste du pays. Et du coup, voilà. Et donc, Luffy se balade dans ces îles, et puis à chaque fois, il va aller aider en fait le peuple opprimé et les libérer de ce tyran. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un exemple parmi d'autres, mais que même ce manga, la One Piece, qui apparemment paraîtrait finalement est très politique et dénonce la décroissance, c'est-à-dire un système, t'en parlais un peu, un système capitaliste où tu as une propriété privée des moyens de production. Et donc des gens qui se permettent de saisir la grande majorité de la valeur produite et qui laissent pas grand-chose aux autres et qui du coup obligent toujours cette croissance, alors que de fait, dans des pays aussi riches que la France, on a largement assez de valeur si on la partage mieux. Et ça permettra en plus d'avoir une planète soutenable après, donc c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Et puis les mangas, c'est aussi des films. Et les films de Miyazaki, par exemple, c'est d'une poésie incroyable et c'est des odes à la biodiversité, au vivant et à l'harmonie qu'on pourrait avoir si on prenait un peu de hauteur avec le vivant. Donc c'est des univers à explorer et relire avec ces regards-là. Donc merci. On vient de parler du système, le système économique, le système politique dans lequel toute activité s'inscrit. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'homme, de la femme, de l'individu. Vous abordez dans vos ouvrages plusieurs sujets qui nous touchent personnellement. Vous parlez de l'éco-anxiété, des effets de l'autoritarisme, de la surveillance généralisée, du sentiment de déclassement, d'impuissance individuelle, ressentie et réelle, de la violence faite à l'homme aussi. Le sujet des ressources, des transitions, des systèmes, des rouages, c'est pas invisible. En fait, on les subit dans sa chair, vraiment au plus profond. Et plus on est pauvre, plus on les subit, en fait. Donc, le deuxième mot que j'aimerais prendre dans cet intitulé qui nous a été imposé à tous, mais finalement, il est plutôt cool, c'est le mot citoyen. J'aimerais qu'on parle maintenant, dans ces quelques minutes chacun, de qu'est-ce qui pourrait redonner des clés de citoyenneté, peut-être une puissance citoyenne. Et on va faire le tour inverse. On va commencer par toi, Gabriel, comme c'était chaud, je te sens. L'éco-anxiété, la colère qui monte, c'est aussi un vrai terreau dans les mangas, dans ces films, dans ces livres. Toi, tu dis que aujourd'hui, en politique, on fait la promotion des petits gestes comme un moyen de dépolitiser le débat quelque part. Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait rendre ces imaginaires irrésistibles en tant que citoyens? Est-ce que tout un chacun, on peut aussi, sans naïveté du tout, mais se réinventer en tant que citoyen? On sait que le vote, c'est compliqué en ce moment, donc je ne sais pas si on peut en parler, mais voilà. Mais est-ce qu'il y a des clés pour toi? Oui, tu touches à un point qui est très important parce qu'en effet, il y a un discours qui est très répandu, notamment dans les gouvernements comme le nôtre ou par les grandes entreprises, qui est de dire en effet, nous en fait, on changera nos pratiques quand vous commencerez à consommer autrement. Et donc on insiste énormément sur les petits gestes. Alors du coup, je vais essayer de casser ça. Alors juste avant que je dise ça, les petits gestes, les gestes de tous les jours, le tri, c'est important. Il faut le faire, ça participe à l'effort, et puis même c'est être cohérent que de le faire. C'est-à-dire c'est compliqué de prôner ça si on ne le fait pas de nous-mêmes. Par contre, là où en effet il y a un problème, c'est que du coup c'est des gouvernements, des multinationales qui vont pousser sur cette histoire de petits gestes. Donc ça a beaucoup culpabilisé les gens. C'est Agnès Pannier-Runacher qui vous dit qu'il ne faut pas envoyer de mail avec des pièces jointes ou des choses comme ça. En fait, en mettant toute l'attention là-dessus. Sauf que la vérité, c'est que la grande majorité du problème, elle est justement du côté du système et de la production. Typiquement, une multinationale, je sais pas, on prend l'exemple n'importe quel constructeur automobile qui va commencer à dire oui, c'est important la sobriété, il va faire des publicités avec des voitures dans la forêt en mode a besoin de grands espaces, bon, voilà. Donc ils vont promouvoir ça, sauf que la vérité c'est qu'ils sont des modèles économiques de croissance où en fait leur but c'est de vendre plus de machines l'année d'après, c'est ça leur but. Donc ils vont beau avoir vous dire ah oui c'est important de pas trop consommer, ils vont quand même vous pousser à la consommation. Et donc le citoyen en fait est mis en effet dans cet état-là, on lui dit c'est les petits gestes qui comptent et en même temps il se prend des publicités pour qu'il consomme plus. Et donc là les gens sont culpabilisés et ça rend compliqué la vie pour beaucoup de gens. Et en effet du coup il y a ce terme qui est très répandu d'éco-anxiété. Donc ce serait l'idée que, notamment chez les jeunes, que face à ce qui arrive, alors on parle beaucoup de climat, mais c'est même pas moi ce qui m'inquiète le plus, mais il y a le climat évidemment, mais il y a la question de l'eau, la question de la biodiversité, des ressources disponibles, bon. Et donc que les gens seraient anxieux par rapport à ça. Sauf que le terme anxieux, le petit problème, c'est qu'il renvoie aussi, si vous voulez, à une sorte de choses dont on a peur, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà, on est anxieux, mais je ne sais pas très bien pourquoi j'ai peur. Et en vérité, la décroissance, je trouve, donne un prisme de lecture qui permet de savoir en fait où il faut agir et pourquoi en fait finalement. Et là, c'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lordon, donc qui est un penseur
peu marxiste, qui avait raconté ça à l'université de Lausanne, mais je trouve ça intéressant comme formule. Il dit qu'il faut passer de éco-anxieux, si vous voulez, à éco-furieux. Alors bon, furieux, c'est pas forcément physiquement, mais en tout cas, c'est l'idée de se dire que le problème, il est avant tout politique. Il est avant tout politique, il faut politiser l'écologie, c'est pas en faisant avec nos petits bras dans notre coin qu'on va y arriver. Et donc, il faut vous investir dans la société civile, dans les assos, aussi par le vote. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les mangas, parce que ce que je raconte du coup, donc en fait, dans le bouquin, c'est un essai politique sur la décroissance, mais je donne en effet des illustrations avec les mangas. Et en fait, les mangas, il y a un truc qui revient très souvent dans les mangas, c'est que vous avez des personnages, Luffy dans One Piece, vous avez des alchimistes dans Fullmetal Alchemist, enfin, vous avez plein de mangas différents comme ça, ou dans les studios Ghibli. C'est des personnages qui ont, si vous voulez, une détermination très forte, des valeurs très fortes, et qui vont se retrouver face à un système, si vous voulez, qui est verrouillé, avec un pouvoir très autoritaire, violent. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'à chaque fois, ils vont essayer de renverser, alors on a différentes stratégies révolutionnaires, mais ils vont essayer de renverser ce pouvoir-là en croyant énormément à ce qu'ils font. Et je trouve que les mangas, de ce point de vue-là, n'appellent pas justement à une politique des petits gestes chacun dans son coin, mais à politiser les choses, à se mettre en collectif pour essayer de faire des choses, de renverser les choses. Et c'est ainsi que je pense qu'on peut être citoyen et actif sans se sentir culpabilisé et faire des efforts dans son coin. Et en plus, c'est démoralisant parce que vous faites plein d'efforts, mais ça ne fonctionne pas. Parce que le problème, il est avant tout politique. Voilà. Mais ce qui ne dispense pas de faire des petits gestes. Mais c'est pas le cœur du problème, quoi, si vous voulez. Merci. David, toi, dans ton livre, tu fais la liste des tensions mondiales et des peuples qui trinquent. Et tu détailles des mécanismes bien pernicieux, comme le fait qu'il y ait un fossé entre les promesses et les actions, à tous les niveaux. Et tu parles de mensonges irritants de la société. Et du climat de compétition permanente à toutes les échelles qui exacerbe ce sentiment d'impuissance. En plus, on n'est capable de rien en tant que citoyen. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait te permettre aussi de refaire lapsus société? Alors, le mot citoyen est important parce que je pense que aujourd'hui, il y a 3 attitudes principales face aux défis écologiques. La première attitude, qui est la plus répandue, c'est le climato-scepticisme, le climato-dénialisme, le climato-rassurisme. Donc c'est tout le fond de sauce qu'on entend tous les jours. On a le temps. L'Europe et la France, c'est pas tellement d'émissions de gaz à effet de serre. De toute façon, les Chinois polluent et on peut rien y faire. On va trouver des solutions technologiques. Donc ça, à la poubelle. Je veux dire, je m'en préoccupe pas. Ensuite, parmi les discours qui s'occupent d'écologie, il y en a 2 principaux et en fait, il n'y en a aucun qui va. Il y a le discours standard des gouvernements, disons, progressistes, quoi, c'est-à-dire ceux qui ont quand même compris qu'il y avait un problème. C'est un discours technocratique qui consiste à dire les petits pas, les petits gestes, la fiscalité. Donc, vous voyez, par exemple, on va mettre une petite taxe carbone sur l'essence et puis on ne va pas trop le dire aux gens. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que, évidemment, comme tout ça n'est pas bien pensé, ça provoque des révolutions, des révoltes, des conflits sociaux, des troubles, des résistances. Et à chaque fois, c'est toujours la même chorégraphie. On introduit un peu à la sauvette une disposition fiscale, réglementaire. On se dit ça va passer. Ça passe pas. Les gens se révoltent. Les gilets jaunes, les mouvements contre les zones à faible émission un peu partout en Europe. D'ailleurs, le mouvement des agriculteurs autour des normes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on suspend, on décale, on annule, on reporte. Rappelez-vous aussi l'écotaxe poids lourd et l'histoire des portiques. Donc ça va pas non plus. Et puis il y a une 3e tentation, particulièrement dans la jeunesse, que je comprends, mais qui ne me va pas non plus, qui est au fond la fuite. Vous voyez, les bifurqueurs d'AgroParisTech, ils disent on en a ras-le-bol de ce système agro-industriel, de ce capitalisme, de ce mode de vie. On va faire des fermes... Ah pardon, je croyais qu'il... je pensais qu'un dialogue allait s'installer. Donc on en a ras-le-bol de ce système et on va vivre notre vie dans notre coin. Ça, c'est peut-être bien pour ceux qui bifurquent, pour eux, en quelque sorte, de ces micro-communautés, etc. Mais ça ne change pas, malheureusement. Le premier mot, c'était le mot systémique. Ça ne change pas le système. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre système et citoyen. Et donc c'est pour ça que nous, tout notre livre, c'est inventer une écologie vraiment démocratique. Pourquoi est-ce qu'il faut démocratiser l'écologie ? À mon avis, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut décroître. Alors moi, je ne suis pas un fanat de la décroissance, parce que en réalité, je pense que c'est accordé trop... battle. Non, pas battle, vous allez voir. Parce que je pense que justement, c'est accorder trop d'importance au PIB,
qui n'est qu'un agrégat statistique qui mesure les valeurs ajoutées. Donc à la limite, moi je m'intéresse tellement pas au PIB que je m'intéresse ni à la croissance ni à la décroissance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut diminuer, ralentir, et là je suis d'accord avec vous, la consommation d'énergie, la consommation de matière, la consommation de tout. Puisque on consomme 2, 3, 5, 10 fois plus, ça dépend de quoi on parle, que ce qui peut se régénérer. Donc il faut aller d'une économie prédatrice vers une économie régénératrice. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de gérer la rareté. Il y a moins d'eau. Comment on se répartit l'eau? Donc, il faut démocratiser à l'échelle d'un territoire la question de l'eau. Aujourd'hui, il y a une espèce de répartition qui est faite de manière technocratique. On n'y comprend rien. Il y a des schémas qu'on appelle les sages. Il y a des comités de bassin. Il y a des agences de l'eau. Il y a tout un tas de trucs. Et le citoyen, il n'y comprend rien. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir débattre démocratiquement de ces communs. L'eau, la forêt, la consommation d'énergie, l'implantation d'infrastructures pour produire des énergies renouvelables aussi. C'est pas parce que c'est bien pour le climat de faire des énergies renouvelables qu'il faut pas mettre en débat à l'échelle d'un territoire la question des énergies renouvelables. Je vous donne un autre exemple. La transition va générer des conflits. Par exemple, la biomasse. On entend souvent ce mot biomasse. Bon, en fait, la biomasse, c'est toutes les matières végétales, organiques, le vivant, etc. Bon, la biomasse, il y a plein d'usages pour la biomasse. Ça sert à l'agriculture, donc ça sert à manger. Sauf qu'aujourd'hui, on veut aussi utiliser la biomasse, que ce soit les déchets agricoles ou même la matière organique, pour faire des biocarburants, pour remplacer les carburants fossiles, d'accord? Et puis, ça sert aussi quand même, les sols, le vivant, à stocker, et les forêts, à stocker du carbone. Et donc demain, si on n'a pas un vrai débat démocratique sur à quoi on affecte notre biomasse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des compagnies aériennes qui vont dire on peut continuer la croissance du trafic aérien parce qu'on récupère toutes les ressources de biomasse et on en fait des biocarburants d'aviation. Mais non, les amis, la biomasse, ça sert aussi à nous nourrir, ça sert aussi à stocker du carbone et puis ça sert aussi, excusez du peu, à la biodiversité. Donc, si vous voulez, là, il y a une mise en débat qui est nécessaire. Le deuxième sujet qui est fondamental et qui est trop souvent occulté dans la pensée écologique, c'est la pluralité des avenirs possibles. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, au 19e siècle, on avait des projets de société, on rêvait du socialisme, on rêvait du saint-simonisme, l'administration des choses. Donc on disait, au fond, dans 50 ans, dans 100 ans, on aura les lendemains qui chantent. Et au fond, peu importait le chemin, on se disait, on va faire la révolution, on va voir, puis on verra, après on verra. Mais ce qui comptait, c'était la société d'après. L'écologie, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la neutralité carbone, la sobriété, la neutralité foncière pour le zéro artificialisation nette, c'est pas des projets de société. C'est des objectifs qu'on doit atteindre si on veut survivre. C'est des questions de survie. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas un projet de société. Par contre, ce qui est profondément politique et ce qui est profondément un projet de société, c'est le chemin qu'on va emprunter pour y aller. Et il y a un travail, par exemple, qui a été fait par l'ADEME, l'Agence environnementale française, qui était très intéressant, qui disait les chemins vers la neutralité carbone. Et qu'est-ce qu'il montrait, ce travail? Il montrait qu'il y avait 4 façons de faire société pour aller vers le net zéro. Il y a une façon, effectivement, très décroissante, très locavore, où vraiment, là, on diminue profondément la consommation, la production, etc. Il y a une façon intermédiaire où on garde des solidarités entre les territoires. Il y a une façon plus technologique, parce qu'on peut atteindre la neutralité carbone en étant très technologique. Je ne suis pas sûr, en revanche, qu'on puisse atteindre la neutralité écologique. Hein, c'est un autre débat. Mais vous voyez, une voiture électrique, ça consomme beaucoup moins, ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mais par contre, ça consomme autant, voire plus, de matières, de matériaux, de métaux, etc. Donc, il y a plusieurs projets de société. Pareil pour l'agriculture. Si je prends l'exemple de l'agriculture, vous avez une filière agricole bretonne qui est ultra intensive, ultra productiviste, qui repose sur l'élevage, la filière porcine, avec toutes les pollutions que ça engendre. Vous pouvez dire, il y a plusieurs chemins pour aller vers une agriculture écologique. Vous pouvez dire, je vais faire de la Bretagne une terre de végétal. Donc j'arrête l'élevage, je vais vers des végétaux, pour un marché local, etc. Vous pouvez aussi dire, je fais de la Bretagne une terre d'agriculture productive pour les marchés mondiaux, mais qui est beaucoup moins émissive en matière de carbone ou en matière de pollution. Tout ça pour vous dire que ce qui compte dans l'écologie, c'est la façon dont on va aller vers le net zéro, et pas le net zéro en soi. Et ça, c'est insuffisamment politisé. Et puis, la troisième et dernière dimension qui est essentielle, c'est que le citoyen ne se sente pas lésé dans la transition. Parce que, pourquoi est-ce qu'on est à l'arrêt sur les politiques écologiques? Alors, il faut être honnête, entre 2018 et 2022, ça a progressé. Hein, on a commencé à mettre le Green Deal, tout un tas de choses partout en Europe. Et là, depuis 2 ans,
c'est la catastrophe. C'est-à-dire, on renonce, on annule, on reporte. Et alors, pourquoi ça s'arrête? Parce que ça commence à rentrer dans la vie des citoyens et que c'est pas agréable. C'est pas agréable de s'entendre dire tu vas avoir moins de mètres carrés habitables. C'est pas agréable de s'entendre dire les piscines ici avec les sécheresses, c'est pas terrible. C'est pas agréable de s'entendre dire tu vas devoir changer ta voiture, ça va te coûter 50 000 € de voiture électrique. C'est pas agréable de s'entendre dire tu vas devoir payer 150 000 € pour la rénovation de ta maison et changer la chaudière au profit d'une pompe à chaleur. Donc il y a deux choses à faire là sur cette citoyenneté. La première, c'est évidemment que les classes moyennes et les classes populaires puissent être accompagnées financièrement. Et c'est pour ça que nous, on avait dit l'Union européenne, au lieu de faire que des normes au niveau commission, en fait, il faut qu'elle permette aux citoyens d'avoir un vrai compte transition et que les dépenses pour les classes moyennes et classes populaires soient prises en charge par la puissance publique. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle le double dividende écologique. C'est-à-dire que pour chaque mesure de transition qui nécessite un peu d'effort, on puisse voir les bienfaits, les points positifs en termes de santé mentale, en termes de cohésion sociale, en termes de lien social. Si vous remettez du commerce de proximité au lieu des supermarchés, en lointaine périphérie, vous recréez du lien social. Si vous favorisez dans les cœurs d'agglomération le vélo, la marche à pied, vous favorisez la santé, donc il y a moins de maladies cardiovasculaires. Vous favorisez aussi la santé mentale, parce que les gens se voient, parce qu'ils retrouvent une convivialité. Et on n'insiste pas assez sur ces points positifs. Et ça, c'est absolument capital. On appelle ça, effectivement, de manière un peu techno, l'éco-bénéfice. En fait, c'est indispensable parce qu'il faut qu'on voit aussi ce qu'on y gagne. Sinon, c'est normal que ça fasse peur à tout le monde. Absolument. Et pour terminer sur ce second mot, Renaud, toi, dans ton livre, tu parles de survivre, de violence. Tu parles aussi de ce que génèrent les systèmes et tu appelles ça il y a des mythologies écologiques. Ça, c'est un autre livre que tu as écrit. Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Quel citoyen peut-on être quand on est dépassé? Et comment se réapproprier les choses selon toi? Je vais essayer de déborder un peu parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Donc, je vais essayer d'être créatif. C'est dur de passer en dernier. C'est super dur. Cette focalisation sur l'individu, pour moi, c'est un piège qui a été, entre guillemets, pas volontairement, mais tendu à l'écologie politique et dans lequel elle est tombée dedans et qui, à mon avis, est la cause du problème et la cause de la déconnexion entre nous, je ne sais pas vous, mais en tout cas des gens qui s'intéressent à l'écologie politique et des classes qui en ont de plus en plus ras-le-bol et qui ne se retrouvent pas du tout dans ce projet. Ce double piège, à mon sens, il est issu d'avoir focalisé, c'est la grande victoire du néolibéralisme, la fameuse phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Et donc l'idée de le changement est à la portée de tous, ce sont les comportements individuels qui vont changer les choses. Je suis totalement d'accord avec ce que Gabriel a dit, donc je ne vais pas le répéter. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que pour changer, il faut avoir les moyens, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour avoir dans nos sociétés qui sont ultra contradictoires, un comportement écologique vertueux, il faut avoir trois sortes de moyens. Il faut déjà avoir de l'argent. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais en général, j'aimais bien le slogan des Gilets jaunes, avant la fin du monde, il y a la fin du mois. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler à des gens, que ce soit dans nos pays ou dans le monde, qui sont dans des logiques de survie quotidienne, principalement liées à des politiques qui ont été mises en place et donc sur lesquelles ils n'ont absolument aucune prise, d'être plus catholique que le pape, de faire ses courses dans des commerces locaux où c'est souvent plus cher, etc., d'acheter une voiture électrique qui est plus onéreuse, de mettre des pompes à chaleur qui coûtent plus cher, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tant qu'on n'améliore pas, on ne résout pas, ou en tout cas on ne travaille pas sur la question des inégalités et de l'accaparement des richesses par une minorité, il n'y a pas d'écologie qui tienne. Les deuxièmes moyens sur lesquels il faut travailler, c'est que les gens ont besoin de temps. On l'a vu pendant le confinement, quand l'économie était à l'arrêt, le quotidien de beaucoup de personnes s'est retrouvé à l'arrêt, eh bien les gens ont repris le temps de cuisiner, peut-être d'avoir un potager, de s'occuper de ses enfants, etc. Et donc là, on est dans une injonction au travail permanent où en fait simplement les gens n'ont plus le temps. Et ça, c'est quelque chose, j'en veux beaucoup à une écologie politique qui n'a jamais pris la question de la réduction du temps de travail sans perte de salaire à bras-le-corps. Or, de nouveau, on ne peut pas avoir une écologie et une population qui est consciente des enjeux écologiques sans des gens qui ont le temps de réfléchir, de partager, de s'intéresser à tout ça. Et le troisième type de moyen qu'il faut, entre guillemets, c'est une conscientisation. Et ça aussi, je m'excuse, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en tant que privilégié, et j'en fais partie, c'est que on n'est pas tous égaux par rapport à la conscientisation. On n'est pas meilleur que les autres. Moi, si je m'intéresse à tout ça, c'est parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres, d'avoir une famille qui m'a intéressé à ça, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel, moi, c'est l'axe sur lequel j'essaie de travailler, c'est-à-dire une éducation populaire, notamment à travers l'enseignement et ainsi de suite. Donc, il faut, à mon avis, il y a toujours eu un peu une certaine arrogance de nombreuses sphères écologiques par rapport à des classes populaires qui pourtant auraient beaucoup à nous apprendre par rapport à l'écologie. Et là, je suis un petit peu en désaccord tout à l'heure.
des accords gentils, mais il disait voilà, il faut essayer de donner les moyens aux classes populaires de faire leur transition. Et moi, je trouve que non, il faut plutôt s'inspirer des classes populaires pour voir la transition n'existera pas. Mais les classes populaires, elles n'ont pas entendu l'écologie pour réutiliser les choses, pour consommer localement, pour consommer moins, etc. Et ça, on oublie souvent que, alors je vais faire une généralité, mais je suis certain que quasiment toutes et tous, autant que nous sommes, nous avons une empreinte écologique bien plus importante que des classes populaires qui n'en ont rien à caler de l'écologie. Et donc souvent, on a un peu mis le focus sur tout ce qui est symbolique au détriment de ce qui est empreinte écologique véritable. Et ça, c'est quelque chose que les Gilets jaunes nous ont beaucoup appris, par exemple. Moi, les Gilets jaunes, j'y voyais un mouvement véritablement écologique, même s'ils ne se disaient pas comme ça. C'était pas des ploucs qui voulaient rouler en bagnole, comme ça a été présenté d'une manière assez écologique et assez urbaine aussi, on peut en parler, mais moi, je viens d'une zone rurale et je ressens aussi cette écologie, et je sais qu'elle est ressentie comme ça, comme des classes sociales urbaines qui ne sont absolument déconnectées des réalités vécues par les zones rurales. Et en fait, ces Gilets jaunes, quand on regardait leur programme, ils revendiquaient à la fin la réouverture de services publics de proximité, la relocalisation de l'économie, des aménagements aussi au profit pour dépendre de la voiture. La voiture en zone rurale, c'est pas un luxe, c'est juste un impératif social. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, et je reviens à ce que j'ai complètement zappé à ma première intervention. Évidemment que tout ça est avant tout politique. Si nous sommes dépendants de la voiture, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques. J'ai montré ça à mes élèves cette semaine, le démantèlement du réseau ferroviaire en France, en Belgique, aux États-Unis, qui a été notamment promu par les gouvernements qui était cul et chemise avec les grandes compagnies pétrolières, les grandes compagnies automobiles, parce que ça relance l'économie, etc. Et donc ça, c'est toutes des choses qui existent aussi. Les accords de libre-échange, ils ne tombent pas hasard. Le fait qu'on délocalise des industries et qu'on a une certaine vulnérabilité de notre agriculture, etc., ce sont des choix politiques. Et donc j'arrive au deuxième problème que je vois quand on voit cette focalisation sur le citoyen, c'est cette phrase qui m'insupporte, c'est « nous sommes tous dans le même bateau ». Non, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. En fait, la plupart de la crise écologique provient de choix politiques qui nous ont été imposés et il faut absolument que l'écologie remette au cœur de son combat les antagonismes de classe. Alors on n'est plus dans une grille de lecture marxiste entre les méchants patrons et les gentils ouvriers, mais on est quand même dans un système où vous avez un monde financier, des classes dirigeantes, des acteurs financiers qui ont tout intérêt à ce que ce système focalisé sur la croissance, etc., perdure, et ce système qui épuise à la fois les écosystèmes, mais également les gens, tout simplement. Et donc à partir du moment où on ne remet pas ces questions-là en cause, où on n'a pas une écologie qui est véritablement axée sur ça, eh bien, il va falloir, on n'y arrivera pas. Et je pense aussi, et pour arriver justement à la question de la violence, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est assez peu évoqué, c'est qu'à un moment donné, les antagonismes de classe, ça ne se fera pas par de la coopération, etc. Non, ça va se faire dans le sang et de la douleur. Alors je n'appelle pas à la lutte armée, mais je dis simplement que quand on regarde historiquement, tous les changements sociaux qui se sont produits, c'est des changements qui se sont faits par le rapport de force, par des mouvements radicaux, des mouvements de grève, des mouvements de blocage, des mouvements de violence, et on n'y échappera pas. On peut voir les choses comme on veut, on peut avoir des croyances sur une transition qui n'arrivera de toute façon pas. Il y a des dizaines de verrouillages que j'analyse notamment dans le livre et dont on peut discuter maintenant, mais cette transition n'arrivera pas si elle ne descend pas, si elle ne provient pas des classes populaires et si elle ne passe pas par un rééquilibrage des richesses, une redistribution massive et une amélioration des conditions sociales de la majorité. Et je termine aussi sur un dernier point, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut envisager, c'est que tous nos projets ici de décroissance, de transition, moi je suis de moins en moins naïf, c'est-à-dire qu'en gros le changement n'est pas prêt d'arriver. Alors du coup il faut envisager, c'est quelque chose je pense que l'écologie politique a oublié, la gauche a oublié, qu'est-ce qu'on fait si ça n'arrive pas? Alors je sais qu'on va traiter d'optimisme, de pessimisme, on va en parler après, mais je pense que c'est quand même quelque chose, ça fait 15-20 ans qu'on nous dit il va bientôt être trop tard. Et à un moment donné, il va falloir individuellement, là, il y a peut-être un rôle à se questionner en disant mais qu'est-ce que je vais faire dans un monde où il y a de plus en plus de problèmes avec de moins en moins de ressources et de plus en plus de tensions, qu'elles soient géopolitiques, sociales, etc. Et là aussi, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire de se préparer individuellement, collectivement, à des épisodes de rupture et de voir un peu comment est-ce qu'on s'organise pour que justement ces épisodes de rupture ne se traduisent pas par l'effet papier toilette pendant le Covid où tout le monde va se ruer pour différentes choses. Donc on sourit avec ça, mais c'est quelque chose qui voilà, à partir du moment où il y a un effet de sidération, eh bien c'est quelque chose aussi, je pense, que l'écologie politique, la gauche, va devoir prendre en compte et essayer de voir mais comment est-ce qu'on se prépare à de potentielles ruptures qui vont arriver bien plus tôt qu'on ne le pense. Merci pour cette transition formidable, parce que vous êtes vraiment géniaux, ou alors mon fil rouge était parfait, parce que maintenant on va parler du troisième mot, qui est le mot bascule, et je sentais, David, que tu avais envie de répondre à Renaud, et je pense que ça va être aussi la possibilité de le faire, parce que
Moi, j'ai choisi bascule plutôt que refonte. Dans l'intitulé initial, on parlait de refonte, mais la bascule, ça me paraissait plus cohérent parce que les forces en puissance sont énormes, les verrous socio-techniques sont monstrueux et bien verrouillés, les défis sont généralisés, immenses, tout ce qu'on veut, mais d'un point de vue citoyen, individuellement, finalement, on est nombreux, on peut faire masse. Quelles pourraient être les clés de la bascule? Est-ce qu'il faut descendre encore plus loin? Tu parlais de violence, de chaos mondial. Est-ce qu'il faut toucher le fond de la piscine, comme dirait Isabelle? Est-ce qu'il faut de nouveaux récits? Est-ce qu'il faut être utopique, être réaliste? Est-ce qu'il faut changer? Mais la méfiance, il y a une phrase attribuée à Tancrède Falconeri, le personnage d'Alain Delon dans Le Guépard. Pardon, j'étale un peu de culture, mais si nous... Ouais, personnage du Guépard avant d'être Alain Delon. Merci, David. Mais j'y tiens parce que il n'y a pas que toi qui cite des trucs. Le message du jeune à son aîné aristocrate, c'est quand même, si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Donc, pour conserver ses privilèges, soyez un acteur des bouleversements en cours. Bonjour l'hypocrisie. Comment vous positionnez-vous? Alors, dans mon petit jeu, là, c'est toi, Renaud, qui commence, parce que t'es chaud. Toi, dans ton livre, tu termines par un chapitre qui s'appelle « Optimisme, non merci ». Oui, parce que ça fait 10-15 ans moi, que je fais des interventions, soit à votre place ou soit à la mienne, et à chaque fois, j'entends « il faut être optimiste, etc. » Et en fait, j'en ai ras le cul. Parce que ça... Ouais, en fait, où est-ce que l'optimisme nous a menés? Et c'est ça le problème, c'est que l'optimisme, ça nous... En fait, ça nous... On nous dit qu'on va continuer comme ça et qu'on trouvera des solutions. C'est ça l'optimisme. Je prends toujours l'exemple, la pandémie de Covid. Il y avait des épidémiologistes depuis les années 90 qui nous parlaient des risques de pandémie. Ah ben c'était des pessimistes. Voilà. Et donc on a privilégié l'optimisme. On a vu où on en était. Et donc là, l'optimisme, c'est qu'on va avoir une transition, qu'on va pouvoir remplacer les milliards de véhicules par des voitures électriques, qu'on va pouvoir aller vivre sur Mars. Ça, c'est de l'optimisme. Non, c'est pas ça que je veux. Après, c'est pas l'idée d'être pessimiste, sinon je ne ferai rien. C'est juste d'être réaliste et de dire que maintenant, voilà les défis qui s'annoncent, les rouages, les verrouillages de nos sociétés, les contraintes qui s'imposent à nous sont inévitables. Elles vont s'aggraver dans les prochaines années et dans les prochaines décennies, inévitablement. Ça veut dire qu'on va avoir des arbitrages à faire. Donc l'idée n'est pas du tout de prôner un défaitisme, c'est juste de dire, voilà, il y a 3 façons d'arbitrer la pénurie, en d'autres termes, je vais simplifier un peu. La première, c'est la vision qui est en route maintenant, c'est la vision libérale. C'est-à-dire qu'en gros, l'argent gère la pénurie. Ça marche très bien pour ceux qui en ont. On le voit avec le transport aérien. C'est intéressant les débats sur le transport aérien qu'il y a eu à la radio. On oublie souvent que 10% de la population mondiale prend l'avion. Et même en France ou en Belgique, je ne sais pas les pourcentages, mais une majorité des gens ne prennent jamais l'avion. Donc on voit un peu comment est-ce que des fois, les classes qui sont privilégiées sont complètement déconnectées des réalités vécues par la plupart des gens. Et donc là, pour l'instant, c'est une gestion libérale. Ceux qui ont de l'argent continueront à prendre l'avion. Ceux qui ont de l'argent mangeront de la bonne nourriture, etc. Donc on voit on continue comme ça. La deuxième approche, à mon avis, pour gérer les pénuries, c'est une approche autoritaire, qui est de moins en moins une vue de l'esprit et qui est souvent une conséquence de la première. Il y a un économiste célèbre, c'est un peu pompeux de dire ça, mais qui s'appelle Karl Polanyi, que vous connaissez peut-être, qui a bien montré comment est-ce que quand on laisse une logique de marché s'imposer à la société, les gens se replient et essayent de remettre le marché à sa place, notamment par des politiques de repli sur soi, etc. Il avait notamment analysé la montée du fascisme dans les années 30. On est en plein dedans. À partir du moment où les gens manquent de tout, surtout les gens qui ont un sentiment de déclassement, on voit que c'est auprès de ces publics-là que qu'il y a un certain engouement pour des forces réactionnaires, on le voit aux États-Unis, on le voit en France, etc. Et puis la troisième façon d'arbitrer les choses, qui pour l'instant reste un projet assez utopique, c'est arbitrer les choses en fonction démocratiquement et en fonction de l'utilité sociale des choses. Et là aussi, il va falloir un petit peu aussi qu'on sorte de la symbolique, parce qu'on nous emmerde toujours avec des petites mesurettes qui n'ont absolument, ou des symboles qui n'ont absolument pas grand-chose dans la cause du problème, sans remettre en question des secteurs entiers. Je vais donner 2 exemples. Je trouve que l'écologie politique est un petit peu abandonnée très rapidement. Le premier, c'est l'armement. L'écologie politique a complètement oublié la lutte anti-guerre des années 60-70. Là, on va nous emmerder pour essayer de faire attention à notre micro, etc., pendant qu'il y a un gouvernement, en toute impunité, qui bombarde 2 États. Le coût écologique de ça, est-ce qu'on en parle de temps en temps ? Est-ce qu'on parle aussi de l'utilité sociale de certains secteurs qui gangrènent complètement la société ? J'en parlais tout à l'heure en mangeant. Moi, je suis dans une école, dans un lycée, et puis on nous emmerde parce qu'il faut faire attention, faire des feuilles recto verso, etc. Et pendant ce temps-là, on a des secteurs qui sont complètement inutiles. Je pense notamment à la consultance
consultance. Moi, j'habite pas loin de Luxembourg. On a un monde bancaire, un monde financier, un monde de consultants qui ne sert à rien, qui n'a aucune utilité sociale dans la société, qui est une gabegie énergétique, écologique complète, avec des gens qui ont des salaires faramineux par rapport à des vrais métiers qui ont une véritable utilité sociale et qui, eux, sont véritablement écologiques. Je parle notamment du monde médical, je parle notamment des gardiennes d'enfants ou des gardiens d'enfants, etc. Et ça, ce sont des vrais métiers verts. C'est beaucoup plus des métiers verts que des gars qui vont pondre des rapports pour le Green Deal qui n'auront aucune utilité et qui ne serviront à rien. Donc en fait, c'est de là, maintenant, je pense, j'essaye un peu, je le fais exprès dans le sens, j'essaye de balancer un peu des pavés dans la mare. Hein, donc, mais l'idée, c'est parce que sinon, on est tous dans un espèce de consensus, c'est souvent ce que je vois et je trouve que c'est un peu dommage. L'idée est qu'on confronte un peu nos idées, donc je suis volontairement provocateur sur certaines choses, pas sur tout. Ben, je vais terminer ici. Merci, non, c'est bien, Arnaud. Alors... Non, je suis super contente parce que là, il y a battle. Alors, désolé, messieurs, troisième mot, toute petite. Toi, David, tu es plutôt optimiste. Non, vas-y, balance. Non, mais moi, j'aime pas trop ces trucs optimistes ou pessimistes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'on va pas y arriver parce que d'abord, ce discours contribue énormément à démobiliser et c'est quand même l'essentiel du discours qu'on a aujourd'hui, c'est... on va pas y arriver, c'est la catastrophe, on s'en sort pas. Effectivement, c'est la catastrophe. Mais moi, je préfère dire, j'aime bien cette phrase dans Les Misérables de Victor Hugo qui dit « Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». C'est-à-dire qu'il faut se tenir résolument du côté de ceux qui inventent, qui agissent, qui transforment, qui trouvent des solutions, même si c'est précaire, même si c'est imparfait. J'étais hier au congrès des maires ruraux. Il y avait 600 ou 700 maires ruraux dans la salle. C'est des gens qui sont quasiment des bénévoles. Hein. Ils ont 600 ou 700 euros parfois pour des dizaines d'heures par semaine de travail. Ils sont de plus en plus écrasés par des technocraties, des intercommunalités. Enfin, si vous êtes dans l'action locale, vous connaissez ça par cœur ici. Et ils ont de plus en plus de missions parce qu'ils sont à la fois des animateurs démocratiques, mais ils sont aussi de plus en plus appelés pour régler les conflits de voisinage. Ils sont de plus en plus, quand il y a dans une commune rurale un paysan qui se suicide, en général, c'est les premiers sur place avec le gendarme. Ils sont aussi chargés de faire respecter la loi, de prendre des délibérations au conseil municipal. Bon, et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ces 1000 maires ruraux, on a mis en valeur une cinquantaine de solutions. Et en fait, ces gens, même s'ils sont quasiment bénévoles et ils y passent des dizaines d'heures, en fait, ils se battent. Au lieu de dire, comme certains activistes médiatiques, c'est la catastrophe et on va pas y arriver, ils essaient de trouver des solutions. Donc, ils passent des contrats pour de l'énergie renouvelable, ils trouvent des solutions sur la méthanisation. Il y en a qui sont dans des communes forestières, il y a des scolites qui sont en train de ravager une partie de la forêt des Vosges. Ils essaient de trouver des solutions. Donc, voilà, ils essaient de trouver des solutions. Et moi, je pense que ce n'est pas le sujet d'être optimiste ou pessimiste, mais c'est qu'il faut trouver des solutions. Voilà. Et je dis aussi, attention... Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, grosso modo, sur le fait que le discours des petits gestes et de la responsabilité individuelle finit par être pénible parce qu'il est dépolitisant et il fait l'impasse sur les structures. Mais c'est aussi très naïf, à l'inverse, de penser que tout le monde ne va pas devoir faire des efforts. Bien sûr. C'est-à-dire que... C'est pas ce qui a été dit non plus. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quelle que soit l'amplitude de ce qu'on regarde, les efforts individuels, ça représente entre 15 et 30% du total. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ce n'est pas rien non plus. Et sur les classes populaires, moi, je dis pas du tout que les classes populaires sont des pollueurs, etc. Tout le contraire. Simplement, quand on leur dit, vous avez 5 ans pour changer votre chaudière, pour faire la rénovation de votre logement, pour acheter une voiture électrique, il se trouve que ça coûte 150 000 euros. Non, mais bien sûr. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer ça. Et donc, il faut qu'on les accompagne et qu'on les aide. Non, mais c'est pas où. Voilà, oui. voilà, c'est ça. Et donc voilà. Après, ce que je pense, c'est que il faut qu'on trouve, en fait, ce qu'on n'arrive pas à trouver pour le moment. Ouais. Bon, voilà, j'ai dit à peu près ce que... Non, mais de toute façon, les bouquins sont là-bas. Et, voilà. Avant de passer aux questions-réponses, troisième mot, je voudrais quand même, Gabriel, que tu nous dises si, sous couvert d'histoire, on peut aller à la racine au sens radical, et si on peut se servir de nouvelles représentations du bonheur en tant que pied de biche pour faire ce levier, cette bascule. Mais tu as 30 secondes. Ouais, non, mais je vais juste un tout petit peu, avant de parler de ça, de répondre un peu à ce que tu as raconté, parce que c'est intéressant. Alors, pour le coup, en gros, le bouquin que j'ai écrit, la première partie, c'est en gros en quoi, si vous voulez, le capitalisme actuel est en train de nous mener vers le gouffre. Et donc là, je suis assez d'accord avec Renaud, c'est qu'en termes de structure, je pense qu'une société capitaliste dans laquelle il n'y a pas un partage des valeurs qui est équitable ne peut pas mener vers la question écologique. Et par exemple, pour la question des gilets jaunes, typiquement, quand vous faites une taxe carbone
qui dans l'absolu est une bonne idée, mais qui va taper en priorité les gens qui sont précaires au besoin de leur voiture, ça ne peut pas fonctionner. Donc la charge de la transition écologique, et d'ailleurs c'est pas une transition pour moi, mais c'est une révolution, mais ça doit forcément être sur les ménages les plus riches, et en fait ça peut pas être compatible avec le capitalisme. Et c'est là typiquement où, pareil, sur les bifurqueurs, moi c'est des gens que je vais plutôt valoriser, parce que je pense qu'il faut des gens à l'intérieur qui font changer les structures, c'est sûr, mais il faut des gens qui puissent inventer un système en dehors des structures, un système radicalement différent. Parce que la solution pour moi, pour ces enjeux écologiques, elle est pas. Donc la technique est importante, il faut de l'innovation évidemment, mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une question philosophique, de rapport au bonheur, et de changer, de sortir du système capitaliste pour aller vers autre chose, une gouvernance des communs, ce genre de choses. Et c'est là aussi où il y a, en tout cas de ma part et celle de mon association, il y a un plein soutien aux gens comme les Soulèvements de la Terre qui, du coup, sont dans ce rapport de force et qui est nécessaire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à faire cette transformation, il faut être honnête, voilà. Ce qui est logique dans une société capitaliste, voilà, parce qu'ils sont tout à perdre financièrement. Et pour terminer, du coup, sur la question des récits, en effet, du coup, la troisième partie, donc la première, c'est le constat, deuxième partie, la révolution, troisième partie, en effet, l'utopie, donc qu'est-ce qu'on pourrait viser, parce qu'il faut rendre ça désirable. Et ça, notamment, je cite beaucoup les films du studio Ghibli, qui sont hyper intéressants de ce point de vue-là, parce que tout à l'heure, tu as avec raison cité Descartes, donc Descartes qui dit, avec l'Occident, on est maître de la nature. Au Japon, la religion principale de 70% de la population, c'est le shintoïsme. Et là-bas, le vivant, si vous voulez, c'est quelque chose, il est un, si vous voulez. Donc, les pierres, les arbres, les animaux, vous êtes tous dans le vivant. Et du coup, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup, comme tu le disais, Céline, dans les films Studio Ghibli, qui en plus font quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'ils célèbrent, du coup, la convivialité, l'amitié. Et en fait, il y a beaucoup de moments dans les films Studio Ghibli, donc, Pogno sur la falaise, quand ils vont voir le centre pour les personnes âgées, ou la colline au coquelicot, quand ils défendent contre les JO, justement, un centre multiculturel. Il y a beaucoup de célébration du quotidien et de la beauté du quotidien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et qui permettrait justement de se dire, on va moins travailler, on va moins produire, mais on trouve ce bonheur aussi dans notre amitié, dans la convivialité. Et donc, c'est en cela que pour moi, c'est révolution. Mais vous voyez, c'est une révolution qui est philosophique avant tout et qui est de rapport au bonheur, en fait. Et qui s'accompagne de solutions techniques, mais c'est pas le cœur du problème, quoi. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir avant de passer aux questions. Merci. J'espère que ces introductions vous auront donné envie de lire ces ouvrages qui m'ont accompagné cet été et j'avais la banane tous les jours, d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Alors, on a 10 petites minutes pour les questions-réponses, mais si on déborde, après, c'est moi qui anime la conférence d'après, donc on n'a qu'à dire que oui. Donc, allez-y. Levez la main et puis je vous apporte le micro. Et vous avez des questions à poser, posez-les maintenant. Pas de questions, pas de réponse. Si. Quand même. Bonjour. Une petite question. Alors, je n'ai pas retenu les noms, les prénoms. Pour le jeune homme, pour moi, c'est un jeune homme là, qui écrit des mangas. Là. C'est Gabriel. Gabriel. J'écris pas des mangas. Ils sont tous jeunes. Bon, oui, ils sont tous jeunes, de toute façon. Bon, voilà. Et comment au niveau un petit paradoxe, est-ce qu'il a une explication? Parce qu'il y a 48 heures, j'ai vu un reportage sur des navires japonais qui tuaient des rorquals joyeusement. Et comment, parce qu'il s'est un petit peu, j'imagine, intéressé à la culture japonaise, un peu ce paradoxe par rapport à un pays qui quelque part, fait des modèles d'équilibre peut-être par rapport à la nature. Et là, j'avoue que les bras m'en tombent. Enfin, en tout cas, je comprends pas. Ouais. Alors juste, je précise, attention, je n'écris pas de manga. Simplement, en écrivant cet essai politique, je parle en exemple de manga, mais j'en écris pas. Sur le Japon, c'est très très intéressant et on revient justement à l'histoire du capitalisme et du libre échange. C'est que pour faire hyper rapide, le Japon a vécu pendant longtemps en autarcie dans la période Edo, si vous voulez, jusqu'au milieu du 19e siècle. Puis en gros, il y a ce qu'on appelle l'expédition du Commodore Perry, donc c'est 2 navires de guerre américains qui en 1853 viennent devant les côtes japonaises et disent vous ouvrez au commerce sinon vous pète la gueule, en gros. Du coup, les Japonais se sont ouverts et donc c'est une société en effet qui s'est modernisée très rapidement avec en effet un rapport très capitaliste. Et les mangas d'ailleurs, la façon dont c'est écrit, c'est hyper capitaliste. Chaque semaine, tu sors un nouveau manga. La moyenne d'âge des mangaka, ils meurent 10 ans avant la moyenne d'âge des Japonais. Donc c'est à quel point ce travail abîme. Et du coup, les Japonais, en effet, ils ont un rapport quand même très productiviste, très capitaliste, qui est aussi une fascination pour la technologie qui est assez folle. Et en même temps, il y a cette tension avec ce rapport quand même à la tradition qui reste quand même assez présente au Japon. Et ça se retrouve beaucoup dans les mangas. Vous regardez les Miyazaki, souvent c'est ça. Vous regardez aussi les films de Ozu. Donc je pense que le paradoxe, c'est que c'est une société qui est très capitaliste à bien des aspects, mais qui a un rapport quand même à la tradition fort et qui en même temps est assez collectiviste. Suivant la dette du Japon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est 266% du PIB. Donc à côté, nous, c'est rien, c'est 2 fois moins, quoi.
sauf que la dette est détenue par les Japonais et les entreprises japonaises, donc il n'y a pas de marché financier. Donc c'est très paradoxal comme société. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'empêche pas des comportements très capitalistes au Japon. Et d'ailleurs, dernier truc, mais c'est de la sociologie de comptoir, je pense que pas mal de gens qui écrivent des mangas, du coup, les mangaka, ils écrivent des trucs de révolution très violents contre un système. Bon. Et je pense que d'une certaine manière, c'est un peu leur cri à l'aide, quoi, parce qu'ils écrivent depuis là où ils sont. Et donc je pense qu'ils décrivent aussi le monde qu'ils voient et comment on pourra en sortir, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux juste dire ce que ça veut dire sensei? Parce que j'avais promis qu'on le dirait, on l'a pas dit, dis-le. Alors les sensei, ça veut dire les maîtres, et donc les sensei de la décroissance, c'était l'idée que contrairement aux idées reçues de notamment les personnes qui lisent pas des mangas, et encore une fois, si vous ne lisez pas de mangas, vous pouvez complètement le lire, c'est de montrer que les mangas peuvent nous enseigner des choses et ne sont pas des japonaiseries comme ça a pu être dit il y a quelques décennies, ou il n'y a pas longtemps encore par certains partis politiques conservateurs. Merci. Une autre question? Tout va bien. Et c'est des fausses questions, c'est des bénévoles du festival. Désolée, c'est une fausse question. C'est pas une question, mais c'est juste si vous avez apprécié ce que Gabriel Malek ce dont il a parlé, on en profite qu'il revienne le 12 octobre. Donc il va venir le vendredi soir déjà faire une projection, parler après un Miyazaki à des élèves du conservatoire, et le lendemain il nous fait une conférence avant de voir Nausicaa de Miyazaki et des studios Ghibli. Et comme ça, vous verrez le film avec des yeux complètement autres. Parce qu'en lisant son livre qui est là-bas, vous verrez, moi je connaissais pas du tout le monde des mangas, mais je connaissais le monde de Miyazaki, mais je l'ai découvert complètement autrement grâce à toi. Et donc, je vous invite vivement à le lire et à venir le revoir. Et c'était pas une fausse question, c'était une vraie pub. Ouais, moi aussi, je vais faire une page pub. Déjà, ici, il y a 3 ouvrages fantastiques, et je le pense sincèrement. Si c'était pas le cas, je vous le dirais aussi. C'est pas vrai. Non, il y a plein de bouquins géniaux, donc vous êtes tous un festival. Tu me diras où on envoie le chèque. Hein? Non, mais je suis d'une générosité. Non, juste peut-être un mot quand même, parce que vous avez parlé de la pêche au rorqual. Moi, je voudrais, vous avez peut-être suivi, vous savez qu'il y a un capitaine absolument remarquable qui s'appelle Paul Watson, qui en ce moment est emprisonné au Groenland et en attente d'extradition vers le Japon. Il risque 265 ans de prison, simplement parce qu'il cherche à défendre les baleines et les rorquals, en application d'ailleurs des conventions internationales que le Japon viole allègrement. Donc moi, je vous invite à vous intéresser à ce que fait Paul Watson, et surtout à ce que fait Sea Shepherd, l'association qui est derrière, à aller sur leur site et éventuellement à donner pour les aider, parce qu'en ce moment, ils en ont bien besoin. Et ça, c'est un pouvoir de citoyen qu'on peut avoir, c'est-à-dire signer des pétitions, aider des associations, voilà. Et donc, vous êtes à un festival où on peut se nourrir de livres. Et il y a même un truc qui est intéressant, c'est la plateforme Sator, où vous pouvez, c'est une page pub complètement assumée, je ne suis pas rémunérée non plus, où vous pouvez souscrire à des cours de 10 heures en ligne avec des gens qui vont vous parler d'une façon pédagogique, mais incroyable. Et donc, tout ça, c'est... Est-ce qu'il y a de la place pour une dernière question? Parce qu'il y a une dame qui voulait... Allez-y. Vous avez une question? Micro. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit et je suis entièrement d'accord. La question, c'est comment on fait pour démocratiser l'écologie dans le monde où on est et pour l'orienter dans la façon dont vous avez dit. Ça, encore 2 heures alors du coup. Hein. C'est bien en 30 secondes ça. Non, moi juste en un mot, je dirais il faut commencer par les objets. Vous voyez, l'eau, la forêt, le territoire, c'est ce que disait Bruno Latour. Hein. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on se réapproprie les lieux où l'on vit, et qu'on comprenne de quoi on dépend, quels sont nos attachements. Et en fait, moi, vous voyez, j'ai grandi dans un département très rural qui s'appelle le Lot-et-Garonne, et je viens d'une famille paysanne, etc. Et je me rends compte que quand j'ai grandi, j'avais aucun rapport à la biodiversité, au terroir, aux différents attachements qui composent ce territoire. Parce qu'on a grandi hors sol, en quelque sorte. Et déjà, c'est super. Eh bien si, parce qu'il y a des prises. Vous pouvez trouver des prises, par exemple, vous avez forcément des débats sur l'eau, vous avez forcément des débats sur la protection des espaces, vous avez forcément des débats sur la forêt. Il faut investir. Il y a des scènes, elles sont imparfaites, mais il existe des scènes de dialogue. Il faut les investir, parce que c'est là qu'on exerce le mieux notre citoyenneté. Mot de la fin?
Si je peux, mais pour ça, Mot de la vite fin. fait. Mot de la fin. En fait, justement, c'est par rapport à ça, je crois, moi, c'était un petit peu le pari que j'ai fait, notamment en parlant des pénuries, et ça revient un petit peu par rapport à notre débat sur l'optimisme et le pessimisme. Je pense aussi que beaucoup de gens maintenant sont hors sol parce que, en fait, on ne se ressent pas dans nos chairs les conséquences de nos modes de production, tout simplement parce qu'ils ont été délocalisés pour la plupart. Il n'y a plus de mines ici, etc. Et en fait, la question des pénuries, moi, c'est un peu le pari que je fais, va toucher les gens dans leur chair, dans leur quotidien, et je pense que ça peut être aussi un prisme pour essayer d'amener la question de l'autonomie qui, à mon sens, est fondamentale. Alors l'autonomie, c'est pas l'autarcie, mais c'est simplement essayer de retrouver une autonomie individuelle et surtout territoriale, essayer un peu de vivre un petit peu avec ses ressources dans une perspective décroissance, etc. Il n'est pas question de relocaliser des trucs qui servent à rien, mais je pense que ça peut être un prisme qui, à mon avis, est porteur de sens. Et alors, dernière chose aussi, très rapidement, mais... Et du coup, j'avais un mini-mot aussi là-dessus. Du coup, très d'accord sur la question des questions locales, notamment par exemple l'eau. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre des assos comme les Sauveurs de la Terre ou les Amis de la Terre qui, du coup, participent à des actions locales. Ah bon, bah voilà. Super. Merci à tous, vraiment. Moi, j'ai pris un très grand plaisir. J'espère que vous aussi.